L'invité au carré, aujourd'hui, Pablo Servigne, auteur et chercheur interdépendant. France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard. après avoir examiné l'importance de l'entraide dans les différentes classes d'animaux, je dus examiner le rôle du même facteur dans l'évolution de l'homme. Ceci était d'autant plus nécessaire qu'un certain nombre d'évolutionnistes, qui ne peuvent refuser d'admettre l'importance de l'entraide chez les animaux, refusent de l'admettre chez l'homme. Chez l'homme primitif, soutiennent-ils, la guerre de chacun contre tous était la loi de la vie. Nous avons tant entendu parler dernièrement de l'âpre et impitoyable lutte pour la vie, que l'on prétendait soutenue par chaque animal contre tous les autres animaux, par chaque sauvage contre tous les autres sauvages, et par chaque homme civilisé contre tous ses concitoyens. Et ces assertions sont si bien devenues des articles de loi qu'il était nécessaire de leur opposer une vaste série de faits montrant la vie animale et humaine sous un aspect entièrement différent. Il était nécessaire d'indiquer l'importance capitale qu'ont les habitudes sociales dans la nature et dans l'évolution progressive, tant des espèces animales que des êtres humains, de prouver qu'elles assurent aux animaux une meilleure protection contre leurs ennemis, une plus grande longévité et par conséquent une plus grande chance de développement des facultés intellectuelles. Enfin, il fallait montrer qu'elles ont donné aux hommes, outre ces avantages, la possibilité de créer les institutions qui ont permis à l'humanité de triompher dans sa lutte acharnée contre la nature et de progresser malgré toutes les vicissitudes de l'histoire. Pierre Kropotkin, L'entraide, un facteur de l'évolution, 1902. Bonjour Pablo Servigne. Bonjour Mathieu Vidard. Ce texte du russe Kropotkin sur l'entraide a donc été écrit au début du XXe siècle, à une période où le darwinisme social tentait donc d'appliquer le mécanisme de la sélection naturelle dans le domaine social, en affirmant donc que la compétition pour l'existence et la survie des plus aptes serait tenue pour les principes de l'évolution. Kropotkin donc combat lui ce discours à l'époque, en montrant au contraire que l'entraide est un facteur de l'évolution autant sinon plus important que la compétition. Et cette théorie résonne particulièrement pour vous? Ah ouais, quelle joie d'entendre Kropotkin sur les ondes là, ça fait du bien. C'est un livre d'une fraîcheur En fait, Kropotkin, il avait aimé Darwin. Cette idée d'évolution, elle est très belle. Et quand il est allé voir en tant que géographe avec ses équipes en expédition en Sibérie, pendant des années, il est revenu avec cette certitude que ceux qui survivent, c'est pas du tout les plus forts, c'est ceux qui s'entraident le plus. Et il en a fait un principe du vivant, c'est un Ouais. principe de l'évolution. Et donc, Kropotkin, c'est un de vos grands héros, C'est un paraît-il? héros, C'est absolument. vrai? Ah ouais, comme Darwin, comme les grands scientifiques qui sont conscients aussi de leur époque des idéologies dans lesquelles ils évoluent. Ouais. Et de quelle façon il a joué un rôle dans votre propre cheminement, justement? Alors moi, il m'a permis d'articuler toute ma vie scientifique, donc l'étude des fourmis, l'étude des sociétés animales, de l'éthologie, le comportement animal. Pendant des années, c'était cloisonné avec ma vie, on va dire, militante, politique, mon engagement au monde écologique depuis dans les années 2000. Moi, c'était l'altermondialisation, Mhm. l'altermondialisme dans les années Ouais. 2000. Ça remonte là. Oui, c'est vrai, ça fait ancien presque, hein, de parler d'altermondialisation aujourd'hui, là. Ah ouais, j'ai l'impression de parler comme un vieux là, qu'on fait une émission en mon honneur, comme un César Quasiment. pour l'ensemble de ma carrière. J'ai l'impression d'avoir vieilli. Non, non, mais c'est toute cette vie parallèle était difficile à concilier d'un côté scientifique et de l'autre côté militant, activiste. Mhm. Et en fait, Kropotkin m'a complètement décomplexé. Lui qui a passé des années en prison, c'était le siècle où l'Europe était explosait sous les révolutions. Il y avait Pourquoi il est allé en prison? pour anarchisme, c'est un grand anarchiste. Donc il était d'une famille du tsar. Il avait un héritage tout tracé militaire. Et il a refusé la brutalité de l'armée Mhm. pour s'engager auprès des dominés, en fait, des plus pauvres, des ouvriers, etc. Et en découvrant l'entraide et en refusant aussi non seulement le capitalisme, mais aussi euh, l'autoritarisme, on va dire, du communisme marxiste.
Donc, vous savez, les anarchistes, c'est une branche du socialisme, Mhm. mais qui ont refusé à la fois le capitalisme et en fait la hiérarchie pyramidale en fait du communisme. Et ils sont appelés communisme libertaire ou anarchisme. Et il a fondé, c'était un grand théoricien de l'anarchisme, donc il a passé, oui, sa vie en prison. Son grand copain, c'était Élisée Reclus, le Ouais. géographe français, qui était aussi anarchiste, franc-maçon. Qui l'a beaucoup inspiré lui-même dans ses écrits. Alors oui, ils se sont mutuellement inspirés, mais aussi, surtout, Élisée Reclus a traduit l'ouvrage de Kropotkin, L'Entraide, en 1902, et il l'a traduit, c'était sorti en 1906 Ouais. en français, et c'est lui qui a inventé le mot entraide. Il a traduit mutual aid par entraide, il a offert à la langue française, et, et, et je sais plus On ce que parlait j'ai de dit. l'anarchisme, donc, Voilà, qui lui avait valu et d'aller respirer un petit peu derrière les barreaux d'une prison. voilà, il était communard, Élisée Mhm. Reclus, donc c'était toute cette époque des révolutions, du socialisme, et ça m'a fait du bien de voir que on peut être scientifique et conscient de son époque. Et au contraire, les scientifiques se disent neutres et non idéologiques. Pour moi, ça me fait peur. C'est un drapeau Pas rouge. tous, hein, parce Pas on tous. en rencontre aujourd'hui justement qui sortent aussi Oui, oui, de ce schéma-là. mais oui, mais alors peut-être qu'ils sont conscients, mais moi, ça m'a toujours dérangé le fait qu'un scientifique non seulement doit afficher sa neutralité politique, mais c'est comme les journalistes, hein, la neutralité est quand même. Bref. Et ses émotions aussi. Il y a beaucoup de scientifiques qui se refusent à parler ou à sortir leurs émotions en public parce que, soi-disant, ça nuirait au message scientifique. Mais c'est faux. Moi, je me souviens d'une interview, je ne citerai pas les noms, mais un grand personnage du GIEC, il y a 20 ans, il Ouais. y a allez, 16 ans, un rédac-chef d'un magazine écolo, un ami qui interviewait, je crois que c'était numéro 2 ou 3, je ne sais plus, du GIEC. Et en fait, il était professeur de climatologie. Et alors, à un moment, il se met à pleurer, vraiment de toutes les larmes de son corps, quand l'ami rédac-chef lui a dit mais qu'est-ce que vous dites à vos étudiants? Et ce scientifique en costume, grand climatologue, s'est mis à pleurer. Et après, j'ai dit mais c'est génial comme interview, le numéro 2 du GIEC qui se met à pleurer. Pourquoi vous ne voulez pas le citer? Et en fait, il a dit, le journaliste, non mais rien, on n'a rien dit, Mhm. et j'en ai pas parlé à l'interview. Donc non seulement ils en ont pas parlé en interne, mais en plus le message n'a pas été C'est transmis. ça. C'est fou. Moi ça me. Ouais. Vous vous présentiez tout à l'heure, Pablo Servigne, en tant que chercheur interdépendant. Alors pardon, mais ça veut dire quoi exactement? Alors c'était une petite boutade avec Gauthier Chapelle, avec qui on a écrit le livre L'Entraide, l'autre loi de la jungle justement. Mhm. On s'est dit que, mais nous on est sortis en fait du milieu académique où il y avait pour moi trop de compétition et de course à la publication, et je voulais vraiment, je voyais en fait, j'étais dans ma tour d'ivoire, c'était vraiment un métier génial en tant que chercheur. Avec vos fourmis, donc, Voilà, hein. avec les fourmis au laboratoire, moi j'adore ça. Mais pourtant, je me sentais extérieur au monde, et je voyais toutes ces publications scientifiques et tous ces chiffres, et je voulais parler au monde en français. J'ai commencé à faire des conférences, des articles, et j'ai dû sortir de l'université. Je me souviens avoir pensé que je voulais pas même être engagé au CNRS et continuer toute ma carrière là-dedans. Je voulais vraiment m'engager corps et âme dans ce combat, voilà. Et mon combat, en tout cas ma manière d'agir, c'est de parler, c'est de comprendre, digérer, parler, faire des concepts. Et avec Gauthier, on s'est dit quoi? On est indépendant, on Ouais. n'a pas de structure, on n'a pas de financement, mais finalement on n'est pas tout seul, on est interdépendant. Et terre, avec le jeu de mots, terre, on est surtout dépendant des autres êtres Mhm. vivants. Donc c'était une boutade pour expliquer au public. Et donc sans le jugement de vos pairs, puisque c'est ça aussi dans le domaine scientifique, peut-être ce qui corsette un petit peu la parole parfois, c'est de se sentir Oui. jugé ou critiqué par ses pairs. Alors ça peut être un avantage parce que ça fait une construction sociale solide de la vérité, et c'est ça qui est beau dans la science. Mais c'est vrai qu'avec un degré de liberté énorme, moi j'ai pu dire ce que je voulais. Alors je ne suis pas chercheur ni professeur, donc il y a moins d'étiquettes d'autorité, Mhm. mais j'ai gagné en liberté, j'ai pas de directeur de recherche, de je sais pas quoi, j'ai même pas à chercher des sous ou déformer Ouais. mes sujets d'études pour aller chercher des sous. Vous publiez cette semaine, Pablo Servigne, Le réseau des tempêtes, manifeste pour une entraide populaire. C'est au Lien qui libère, un livre qui poursuit justement votre réflexion sur cette thématique, sur laquelle donc vous travaillez maintenant depuis plusieurs années. On va en parler tout à l'heure. C'est aussi un anniversaire pour vous, 2025, puisqu'il y a 10 ans tout juste, vous Ah vous oui. faisiez connaître du grand public avec votre ouvrage Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, avec Raphaël
Stevens. Ce livre a été un énorme succès en librairie et vous êtes devenu depuis l'homme de l'effondrement. Est-ce que 10 ans plus tard, la collapsologie vous reste collée tel le sparadrap du capitaine Haddock, Pablo Servigne? Eh bien, je dois avouer que oui. 10 ans après, je suis toujours un petit peu monsieur catastrophe. Je fais peur à beaucoup de gens. Mais en même temps, il y a un clair-obscur. J'ai parlé beaucoup d'entraide. Aujourd'hui, c'est mon dada et ça a toujours été. Ça l'était même avant la collapsologie. Cette étude de l'entraide, de comment les êtres vivants et les humains s'associent entre eux pour traverser l'adversité. Et puis, la collapsologie, en fait, je ne devais pas l'écrire. On l'a écrit parce qu'on se rendait compte que dans les conférences, les gens n'étaient pas au courant des risques systémiques, des risques globaux, des risques existentiels. Et donc, on a fait vite un livre en 3 mois. Et finalement, c'est ça qui a eu du succès. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Ouais. En fait, les catastrophes, c'est une fenêtre sur la nature humaine. Et ça se raccroche très bien à l'entraide parce qu'on montre justement que en temps de catastrophe, les gens s'entraident beaucoup plus qu'en temps normal. Donc, il y a cette étiquette clair-obscur. Je suis à la fois le catastrophiste, mais gentil, qui parle d'entraide, donc ça passe. Et la moitié des gens qui sont un petit peu inhibés, genre arrête de parler de ça, ça nous désespère. Ou ça nous dessert, certains le disent aussi. Ça nous dessert, oui. Et puis l'autre moitié qui est là, mais vas-y, continue, c'est génial, ça m'a fait passer à l'action, ça m'a fait changer. J'ai quitté mon job à la con, j'ai changé de vie, je suis devenu maraîcher, j'en ai reçu beaucoup de témoignages. Et c'est très étrange ça, parce que moi j'ai plutôt tendance à passer à l'action grâce à la peur. Et quand on lance un message d'alerte, c'est compliqué de pas être dans la peur. Mais donc on a résolu ce paradoxe que la peur à la fois inhibe et fait passer à l'action. Dans notre bouquin l'année dernière, Le pouvoir du suricate, où on décortique, on voit comment on donne une boussole et une carte en fait pour naviguer dans nos propres peurs. Et dans finalement la biodiversité des peurs. Il y a différents types de peurs, mais moi je continue à croire qu'on a besoin de messages d'alerte. On a besoin de la collapsologie, c'est-à-dire de comprendre les effondrements, de comprendre comment ils fonctionnent, pour soit les éviter, soit les accélérer ou les provoquer. C'est une vraie discussion sur la question des récits d'ailleurs aujourd'hui dans le mouvement écologiste. Quel récit on propose aussi? Parce qu'il y a aussi ceux qui disent que c'est totalement repoussoir de proposer des discours d'effondrement. Et que c'est pas comme ça qu'on va fédérer les gens autour de soi. Oui et non. Moi je trouve que la collapsologie a fédéré, mais effectivement c'est un récit qui n'est pas complet. Alors moi pour l'instant je dis que c'est la moitié du récit. Dans un effondrement, par exemple une forêt qui brûle, il y a un vrai effondrement écosystémique, elle repousse. Donc l'autre moitié, c'est la renaissance, c'est la régénération, c'est tout ce qui fait que tout ce qui fait que le vivant, il a eu un élan de vie propre, et c'est grâce aux effondrements qu'il peut renaître différemment. Et c'est comme ça que la vie crée de la diversité. Et moi, en tant que biologiste et écologue, c'est évident, mais je me suis rendu compte que la plupart des gens, quand on leur dit effondrement, ils ne voient rien du tout. On s'arrête à l'effondrement. Rien d'autre après. Et ça, c'est problématique. On va y revenir avec vous dans un instant. Pablo Servigne, vous êtes notre invité. On va parler aussi beaucoup d'entraide, de liens, puisque c'est l'objet de votre nouvel ouvrage. Avec ce très joli titre, Le réseau des tempêtes. C'est au lien qui libère. Ta part de savoir, d'oublier, de revoir. Ta part de bonheur, de pleurer quand sonne l'heure. Ta part de crier, de contredire, oui de t'enfuir. Ta part de vivre le meilleur comme le pire. Ta part de vouloir, de recevoir, de réussir. Ta part de sourire, de regretter et de ne rien dire. Ta part entière, ta liberté, tendre et chère. Ta part d'ombre, de lumière, d'idées sombres. Ta part de virage, de ligne droite, tes deux visages. Ta part d'ange et de démon, ah oui ta part change. Ta part de raison, d'ainsi soit-il, quelque chose de spécial. Ta part d'horizon, d'inutile ou d'idéal.
de je t'aime, tes poèmes, ton éphémère, ta part de lueur, de regret, de droit à l'erreur, ta part de savoir, de devenir, de désespoir, ta part de souffrir, de n'être rien ou de n'être pire, ta part semblable, oui désirable, oui remarquable, ta part de tenir, de simuler, de ne rien dire. Ta part, Gaëtan Roussel. La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter. Pablo Servigne, vous êtes notre invité aujourd'hui au Carré. C'est l'occasion, comme chaque vendredi, de revenir sur le parcours de notre invité pour comprendre aussi les racines de votre engagement. Vous qui avez grandi entre Cherbourg, Saint-Germain-en-Laye et la Colombie. Qu'est-ce qui reste Et la Belgique. de ces de ces quatre mondes alors en l'occurrence? Ouais, c'est Tout ça, ça vous a construit? un monde fracturé et en même temps de liens. Moi, je suis né à Versailles, Versailles-Saint-Germain-en-Laye, avec un petit tour à Cherbourg où j'ai eu mes premiers émois naturalistes. Je me souviens d'une rencontre avec un lucane cerf-volant, magnifique. Je devais avoir 4 ans, ça m'a bouleversé. Et une salamandre. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un lucane cerf-volant pour Le ceux plus gros coléoptère qui l'ont pas en tête? de France, donc un gros scarabée avec des cornes immenses et magnifiques. Ça vole Ouais. l'été comme ça. Ça m'a troublé. Donc c'était à Et Cherbourg, ça? oui, en Normandie. Et puis la Colombie, on y allait tous les ans. Ma mère est colombienne. Donc j'ai vécu tout le temps en France avec une éducation bilingue et la découverte très tôt de la jungle, en fait, l'Amazonie, une autre faune, une autre flore, une autre culture. Et puis je suis parti après le bac en Belgique, donc une autre culture, Ouais. vraiment une manière de penser différente. C'est là que j'ai fait mes études et que je suis né une deuxième fois en Belgique. J'ai vraiment découvert la passion des livres, de la science. C'est là que j'ai fait toute ma carrière en fait scientifique. Je suis revenu après, maintenant j'habite en France. Ouais. Donc tout ça se mélange à chaque fois. Je suis un peu l'étranger, le déraciné. Vous parlez d'une honte anthropologique, c'est ça? C'est un terme que vous employez? Ah oui, en fait, j'ai jamais écrit là-dessus, mais Qu'est-ce que ça veut dire? ça me suit parce que c'est pas seulement le fait d'être étranger un peu partout et déraciné, un peu flottant dans l'errance, mais c'est aussi un souvenir profond. Je peux raconter l'anecdote. J'ai jamais raconté d'ailleurs. C'est en Équateur, on a eu la chance d'aller dans une zone de guerre où les touristes peuvent pas aller entre le Pérou et l'Équateur, et il y avait les Indiens Jiveros. Et on était une dizaine de touristes. Moi, j'étais ado. Donc j'écoutais mon Walkman avec du hard rock, enfin voilà, ado quoi, avec des vêtements, on était tous en couleur quechua, plastique, en touriste. Et puis on est reçus par les Indiens, c'était magnifique, ils nous font une danse avec le chef, les plumes et tout, c'était très beau. Et ils nous accueillent. Et après quelques minutes de danse, le chef nous dit: «Maintenant c'est à vous». Sous-entendu, vous, les Occidentaux, allez-y, chantez et dansez. Quelle est votre culture? On s'est tous regardés avec et moi, j'ai ressenti une honte. Mais c'est quoi ma culture? Qu'est-ce que je peux chanter? Qu'est-ce que je peux danser? J'écoutais, voilà, je savais pas danser et chanter du hard rock et j'étais même pas fier de ça. Donc je me sentais complètement déraciné, en fait. Et depuis, ça m'a jamais lâché. J'envie, en fait, cette fierté, cet ancrage et ces cultures des peuples qui ont encore ça et qui sont soutenus par ça, qui ont un lien très fort avec leurs ancêtres. Et je suis en peine, en fait, quand je ressens ce vide que j'ai pas reçu. Ça explique cet intérêt justement pour l'entraide, tout simplement, et la question des liens que vous C'est étudiez, à possible. laquelle vous réfléchissez depuis si longtemps. Ça peut être lié aussi Oui. directement à ça? Oui, il y a plein de types de liens, d'ailleurs, que l'écopsychologie développe. Et la figure de Joanna Macy, qui m'a beaucoup influencé, une écopsychologue américaine, elle parle de 4 types de liens. Le lien à soi-même, donc aux émotions, c'est tout le travail intérieur qu'on développait dans le livre Une autre fin du monde est possible, qui est hyper important. Le lien aux autres, aux humains, Mhm. comment on fait de l'entraide, comment pour les luttes, pour la résistance, pour la résilience, pour survivre. Et puis le lien aux non-humains, enfin, c'est le thème de l'émission, et aussi à ce qui nous dépasse, à ce qu'on pourrait appeler le sacré. Comment est-ce qu'on traite les générations futures, le passé, les générations passées, ce qu'on ne peut pas maîtriser ni contrôler. Et nous, dans ces sociétés aujourd'hui modernes, désacralisées, où
profane, je sais pas comment on dirait, où on a plus Pourquoi on a perdu cette d'ailleurs ça? Parce culture. que vous l'expliquez aussi, c'est un des passages du livre. Pourquoi on a perdu ces liens aujourd'hui et pourquoi c'est l'individualisme qui a pris le dessus sur tout le reste? Ouais, alors moi, il y a plein de facteurs, mais moi, ce que j'aime raconter et croire, c'est il y a à la fois la désacralisation, hein, on a jeté la religion, enfin la spiritualité avec l'eau du bain, avec la religion. Et je pense qu'on a perdu beaucoup là-dedans. Moi, je suis fâché contre les religions étant des structures de domination humaine, mais qui ont utilisé la spiritualité. Il y a quelque chose de très beau dans la spiritualité. Alors, bon, on peut disserter des heures sur ce mot, mais c'est vraiment le lien qu'on a, ce que je disais, hein, c'est qui on est sur cette terre, qui on veut être. Enfin, il y a des questions fondamentales spirituelles. Mais pardon, j'ai perdu la question. Ben justement, c'est ce qu'on se disait sur, pourquoi est-ce que précisément vous avez, tant, aimé travailler autour de cette question des liens et de l'entraide? Est-ce que c'est lié directement à Et ce dont ben, on et parlait tout c'est à lié à l'heure tout, sur la oui, honte anthropologique? ouais, c'est lié à tous ces types de liens. Moi, en fait, j'ai passé ma vie. Ah oui, c'est ça, je reprends. J'ai passé ma vie à essayer de faire du lien pour retrouver ces liens et ne plus être dans l'errance. Et en fait, une des causes de l'individualisme, c'est aussi les systèmes de domination. Le capitalisme, le patriarcat, le colonialisme, tout ça, c'est des systèmes verticaux, pyramidaux, qui finalement nous menacent. Et en nous menaçant, ils nous font peur. Donc tous les individus se rétractent, se contractent et ont une méfiance envers les uns envers les autres. Et ce faisant, on ne peut pas s'ouvrir. Or, la meilleure manière de créer du lien, authentique, puissant, c'est justement de s'ouvrir dans ses vulnérabilités, dans ses faiblesses. Mmh. Si j'arrive à dire mes faiblesses, ce qu'on ne peut pas faire dans un milieu en compétition, en compétitivité, un milieu où on est menacé en permanence, on ne peut pas s'ouvrir, donc on ne peut pas faire du lien. C'est pour ça que les systèmes de domination nous individualisent, nous rendent plus vulnérables parce qu'on a tous peur et on se rétracte. Donc notre boulot aujourd'hui, c'est faire du lien avec nous, avec les autres, avec les non-humains, et réparer les traumas. C'est-à-dire lutter contre tous ces systèmes de domination qui sont finalement des attaques massives sur les liens. On va y revenir évidemment dans un instant à l'occasion de la parution de cet ouvrage, Le réseau des tempêtes. Quand vous avez eu ce succès il y a 10 ans justement avec votre livre sur la collapsologie, Appel aux Servignes, est-ce que le fait de tout d'un coup de rentrer dans l'arène publique, ça vous a aussi nourri ce manque de lien ou est-ce que là c'est quelque chose de tout à fait à part finalement la notoriété? C'est un peu à part, j'ai eu du mal, hein. Franchement, c'est difficile. Moi, je voulais très naïvement, pousser des idées et je voyais que, les gens et les médias aussi veulent pousser, un personnage et j'ai vu ce personnage, Pablo Servigne, se créer comme un monstre de Frankenstein, en fait, que j'ai dû, apprivoiser et en fait, que je ne maîtrisais plus. En partie, il est fabriqué par le public, fabriqué C'était par quel les autres. personnage d'ailleurs si on regarde ça 10 ans plus tard, quelle sorte de personnage on a voulu construire autour de vous? Beh, c'est un peu ce que j'ai dit, tout à l'heure, c'est-à-dire un mélange de clair-obscur. C'est voilà, Mmh. le catastrophiste, monsieur Collapso, monsieur, Effondrement. Avec un Heu, petit côté gourou aussi, non? alors ouais, ça peut-être parce que c'est ma manière de parler, je sais pas, on m'a reproché ça aussi parce que ça touche à des thèmes qu'on maîtrise pas, du spirituel, j'amène les émotions, j'amène des choses qui sortent de la science, parce que j'adore faire des liens entre tous les domaines et les disciplines. Même si vous venez de la Donc science, on le rappelle, hein. oui et j'en garde un bon ancrage et j'adore, c'est ma passion, la science. Mais oui, gourou, hem ouais, ce personnage public, j'ai dû faire la paix avec lui parce que c'est pas moi, au fond, mais en fait, je peux et il m'a échappé. Donc il appartient aussi au public. Il y a tout un travail là, j'étais en retrait, hein, depuis Ouais. 2019-2020 pour laisser la place aux jeunes, pour moi aussi, créer de la pensée et Mais pas c'est une faire notoriété qui devenait presque dévorante par moment pour vous? pas dévorante, mais parfois gênante. Moi, j'ai non, c'est comme si j'étais allé, un jour un copain m'a dit, «C'est bizarre parce que tu as eu du courage, tu es allé sur le champ de bataille, tu es allé vraiment porter une parole qui est difficile à entendre. C'est comme si tu étais allé, à la guerre mais en slip». Tu vois? Très naïvement, quoi. Moi, j'étais pas du tout préparé, mais personne m'a préparé. Il y a pas d'entraide entre personnes, en tout cas moi je l'ai pas vécu, Ouais. qui ont de la notoriété. Les Camille Etienne, Cyril Dion et cetera, maintenant on se connaît, mais on aurait tellement enfin moi en tout cas, Il y a pas le aimé club des gens, mais non, mais comment enfin moi j'ai été, ouais, mis là-dedans dans cette arène,
pas que médiatique, hein, aussi face aux gens, face à des détracteurs. Moi, on m'a dit que j'aimais pas mes enfants, que j'étais nazi, que je voulais me faire de l'argent, et en fait, finalement, je me suis rendu compte j'étais un écran, mais comme tout le monde, des personnages célèbres, un écran de projection des ombres de chacun. Et que finalement, une critique dit beaucoup plus sur celui qui porte la critique. Enfin, Justement, qui fait la critique. autour des critiques, parce qu'il y en a eu beaucoup aussi sur cette idée de la collapsologie, on va écouter l'historien Jean-Baptiste Fressoz. C'était au micro de France Culture. Le récit de l'effondrement, est-ce qu'il est mobilisateur ou pas pour l'écologie politique? Je pense que c'est la seule question en fait importante et intéressante. Alors si ça permet de réduire l'empreinte écologique au niveau individuel, moi j'y vois plutôt que du bien. Le problème, c'est que ça peut aussi charrier d'autres visions du monde. On peut aussi imaginer un mouvement de repli sur soi et de défense de sa propre tribu. Ça peut aussi charrier des choses assez nauséabondes, je pense, sur l'angoisse malthusienne, sur la peur des réfugiés climatiques, etc. Pablo Servigne, donc on entendait Jean-Baptiste Fressoz à l'instant, critique donc de la collapsologie. Comment vous répondez à ces critiques? Et est-ce que effectivement ce mouvement collapsologue, il a fait avancer l'écologie politique ou pas? Alors, moi, je crois qu'il a nourri déjà dire que depuis 40-50 ans que l'écologie existe, en tout cas l'écologie politique, il y a rarement, il y a peut-être jamais eu autant d'affect. Donc c'est vraiment une question, la collapsologie, la question des possibles effondrements. Pour les générations présentes, ça a déployé beaucoup d'affect. Je pense, mon analyse, c'est que ça a touché un mythe, quelque chose de l'inconscient qui n'était pas pensé, dit sur l'histoire de la fin du monde. Nous, les modernes, on se croit complètement, on est pathologiquement adolescent, on se croit immortel et on veut pas mourir, on veut pas souffrir, et donc il y a quelque chose de l'ordre du non-dit. Donc il y a beaucoup d'affect. Pour moi, ça a fait un peu avancer les choses, mais là, il y a eu un. Mais est-ce que ça fait avancer l'écologie politique, justement, ou pas? Moi, oui. Dans le mouvement, vous pensez que ça joue un rôle? C'est mon opinion, mais pour répondre à Jean-Baptiste, c'est mobilisateur pour certains et pour d'autres, ça l'est pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes postures, on n'a pas les mêmes points de vue, parce que certains parlent d'effondrement de la biosphère, et là, tout le monde est contre, et d'autres parlent d'effondrement de la civilisation, de la modernité, donc de la méga-machine, ce qui précisément détruit la biosphère. Donc si on ne se met pas d'accord sur les termes, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont pour l'effondrement de la méga-machine, qui est en train d'annihiler la biosphère. Donc voilà, sur le repli sur soi, c'est précisément le thème du nouveau bouquin, Le réseau des tempêtes, parce que ce que dit Jean-Baptiste, c'est très juste. La menace des risques existentiels, c'est le risque d'extinction de l'espèce humaine, ou des risques majeurs, ou des risques catastrophiques globaux. Eh bien, ça fait tellement peur qu'on peut aller vers des solutions. Par exemple, les technofascistes actuellement qui sont au pouvoir là, aux États-Unis, les Meta, Tesla, etc., ils ont les leviers, ils ont l'argent, ils ont une idéologie, ils commencent à être cohérents dans leur idéologie. C'est très très dangereux parce que eux, ils savent, ils ont les études scientifiques, ils savent qu'il y a des risques de fin du monde vraiment et de rupture existentielle, donc ils vont pousser de leur côté. Donc effectivement, ça peut nourrir d'autres idéologies. Et moi, je pousse pour l'inverse, c'est-à-dire le réseau des tempêtes. On va y venir, mais c'est l'inverse du repli. C'est que le repli, c'est le survivalisme, qui pour moi est un sous-vivalisme. Et l'idée, la posture inverse, c'est de créer du lien social pour se préparer aux crises, que j'appelle le supervivalisme. On va le développer dans un instant, Pablo Servigne. Ce qui fait que finalement, puisque l'entraide, c'était déjà une réflexion pour vous avant la collapsologie, et que ça l'est à nouveau aujourd'hui, la collapso, ça représente quoi finalement? C'est une étape dans votre parcours, et comment vous l'inscrivez aujourd'hui dans votre cheminement? Absolument. Ah oui, merci de parler de ça. C'est vraiment... C'était une petite étape pour aller plus loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde s'accorde maintenant, ok, il y a des possibles effondrements, voilà. Maintenant, on va plus loin. C'est quoi la renaissance? Qu'est-ce qui vient derrière? Comment on empêche ces risques? C'est-à-dire comment on crée de la résilience, la capacité de nos sociétés et de la biosphère de se remettre des chocs. Actuellement, toute la résilience, elle est pour la finance. Vous savez qu'ils sont des ingénieurs, des informaticiens, des algorithmes, de la technologie, de la science, pour la résilience du système financier, qui est le cœur de la méga-machine. On a mis la résilience au mauvais endroit. Et donc la résilience et la résistance aussi. Donc il y a plein de questions maintenant qui s'ouvrent. Donc c'est une nouvelle ère aussi dans votre parcours? Pour moi, ça a changé le paysage politique. Et maintenant, il faut réinventer tout. C'est-à-dire l'anarchisme d'il y a un siècle, par exemple, de Kropotkin. Aujourd'hui, il faut le relire, le réinventer à l'aune de ces risques existentiels. Ça s'appelle Le réseau des tempêtes, ça sort au Lien qui libère. On en discute avec vous, Pablo Servigne, dans un instant.
You tell me life is better when you're with me. You're right. I've been hurt so bad, you're meant to be in my life. Let you see the whole truth in my smile. So I'm lucky that I get to call you mine. You know you had me, know I've always been yours. It feels like you've always been there. So I know I don't wanna be without you. No, I could never be without you. You tell me life is better when you're with me. You're right. I've been hurt so bad, you're meant to be in my life. Let you see the whole truth in my smile. So I'm lucky that I get to call you mine. Charlie, in my heart, I always had you deep down, but you had to move away to figure out some things. You had to live a life away from where you've been. Did I still spend some time on your mind? Did you ever keep what I sent you that time? You're the only one who knows me, the one who truly loves me. You tell me life is better when you're with me. You're right. I've been hurt so bad, you're meant to be in my life. Let you see the whole truth in my smile. So I'm lucky that I get to call you mine. With You, c'était Georgia Smith sur France Inter. France Inter, la Terre au carré. Nous sommes tous influencés et déformés par l'hyper-individualisme. Et le vrai défi, c'est de réussir à influencer les politiques et les multinationales sans les prendre pour des ennemis. Parce que ce n'est pas une bataille de gentils contre les méchants. C'est la bataille de tout le monde ensemble. Ensemble, Pablo Servigne, la voix que nous venons d'entendre est celle de Johanna Massy en 2019 sur France Culture. Cette militante écologiste est décédée d'ailleurs cet été en Californie. Elle avait plus de 90 ans. Votre livre qui paraît, donc le réseau des tempêtes manifeste pour une entraide populaire, est directement inspiré de ses travaux? Ouais, c'est très touchant, merci. C'est une surprise pour moi de l'entendre là. Elle a 96 ans, je crois. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était une amie d'Edgar Morin, quand Edgar Morin était en Californie. Que des petits connaissaient. jeunes, voilà. Ah ouais. Ouais, très touchant, hein, ce travail d'activiste en fait. Elle était bouddhiste, elle était prof de système à la fac. Et elle voyait son fils dans les années 80, militant antinucléaire, dévasté par ces luttes qui sont très dures. Et en fait, pour pallier, pour pas se remonter le moral, mais éviter le désespoir, elle a créé cette méthodologie de refaire du lien à soi, aux autres, aux non-humains, etc. Ce qu'elle a appelé au début le travail sur le désespoir. Ça s'est appelé après éco-psychologie, aujourd'hui travail qui relie. Et ça fait un bien fou aux activistes, à ceux qui luttent, à ceux qui créent des alternatives, à ceux qui veulent changer de conscience. Elle disait que voilà, c'est les 3 manières d'agir aujourd'hui, de lutter, défendre le vivant, créer des alternatives et changer de conscience. Et il faut évidemment du lien entre les 3 et pas qu'on se mette des bâtons dans les roues. Mais est-ce que sa pensée est restée confinée au milieu militant, justement? Ou est-ce que ça a pu un peu sortir en dehors de la société américaine? Ça c'est c'était confiné. C'est sorti du milieu militant, mais c'est confiné à des cercles à la fois, on va dire un peu spirituels, écologistes. Il faut pas avoir peur d'oser des choses. Si on reste que dans la rationalité scientifique, on va louper les trucs. Oser quoi, par exemple?
Et ben, À quoi vous comment pensez? un truc très, très fort. Moi, au début, j'ai été initié par Gauthier Chapelle à cet exercice de travail qui relie en 2013. Et moi, j'ai dit à Gauthier, je lui fais confiance totale, hein, mais il m'a dit viens. Et je dis, mais non, mais je vais pas embrasser un arbre ou faire un câlin à un arbre. Moi, je suis scientifique. Et en fait, c'est bien plus que ça. Et quand, en fait, on apprend concrètement, en 30 secondes, en quelques jours, on apprend à convertir les objets en sujets. Parce qu'au début, j'ai dit, mais ça marche pas, l'arbre me répond pas. Si je parle à un arbre ou à un oiseau, il me répond pas. Et en fait, ils me disent, mais fais semblant. Les Anglais, ils ont cette expression fake it until you make it. C'est fais semblant, pratique, et après, ça va venir. Et en fait, quand tu fais l'exercice de considérer les objets comme des sujets, par exemple, les arbres, c'est pas des empilements de planches de bois, c'est tout à coup un être. Ça veut dire que toute notre circuiterie neuronale qu'on a bien étudiée là dans l'entraide, toutes les hormones, nos systèmes cognitifs de réciprocité, d'empathie, d'altruisme, de prosocialité, on est hyper taillé pour la socialité, tout à coup s'applique à eux. Et on l'inclut dans notre membrane d'appartenance. Et donc on ne peut plus le découper, le vendre, le massacrer, les manger, les violer. C'est nos amis. On a partagé ça on partage un lien fort. Si c'est des objets, alors on peut les vendre, les massacrer, etc. Et c'est exactement ce processus de déshumanisation qu'Edgar Morin, je le recite, appelle la barbarie. Il y a 2 sortes de barbarie, hein. Il y a le fascisme, donc le racisme, etc., où on déshumanise les autres pour les massacrer. Mais il y a la barbarie en col blanc, dont il parle, c'est-à-dire de tout convertir en chiffres, le management, etc., etc. Et ça déshumanise, ça permet de traiter non pas des humains, ça éteint notre circuiterie neuronale qui nous porte vers l'empathie. Donc c'est ce qu'elle nous dit, Johanna Messi, c'est que si on considère tout comme des sujets, on va redevenir non seulement plus humain, plus résilient, mais on va rendre le monde beaucoup plus merveilleux. Tu vois, c'est comme appeler la nature ou le vivant, les non-humains. Mais ça reste des concepts philosophiques. Alors que si on l'appelle la terre-mère, c'est ta mère, quoi, c'est ta maman. Comment tu peux, après, la piller, la vendre, la découper, la manger? Ils sont choqués, les gens. Tu vois, ça change tout à notre manière d'aborder le monde. Il y a plein de gens qui sont totalement hermétiques à ce type de discours, évidemment, même ceux qui peuvent entendre cette émission en ce moment et qui doivent se dire mais il est complètement On n'a pas été givré éduqués là-dedans, pas avec du tout. voilà, c'est ça. Pas du tout. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'on rejoint aussi tout le travail qui avait été fait par Philippe Descola, par Exactement. exemple, hein, sur Nature et Culture, la façon dont on peut avoir un autre rapport, comme plein de civilisations, avec le monde vivant qui nous entoure. Qu'est-ce qui fait que justement aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, on peut aussi avoir un espèce de rejet de ce type de discours-là que vous avez, Pablo Servigne? Mais je comprends, ça fait peur, moi, mais j'étais le premier à ressentir ça. On n'a pas appris à l'école, j'ai pas appris ça, j'ai pas appris ce lien puissant, ce lien de cœur en fait. Un exemple, c'est avec la science. Moi, j'ai fait la science parce que j'aimais la nature. Donc j'ai fait la biologie, l'éthologie, l'évolution, et j'ai fait une thèse. Enfin voilà. Je me retrouve dans des labos avec des néons où je dois épingler des insectes, tuer des fourmis pour faire des analyses chimiques. Voilà, moi j'ai dédié ma thèse, non pas aux fourmis mortes pour la science, mais à cause de la science. Mmh. Donc Celle que vous avez tuée vous-même. Mais oui, j'étais dégoûté. Moi, j'étais là pour l'amour de la nature. Je me retrouve à tuer des animaux et à les épingler. Et avec cette relation froide de la rationalité, de la classification, certes, on en a besoin, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est une relation de cœur. Sinon, il y a pas de vie. Donc, je comprends les gens qui sont dans la rationalité, mais moi, toute ma vie, ça a été aussi faire du lien entre le cerveau et le corps, entre les émotions et la raison, entre tout ce qui a été dissocié dans notre civilisation, en fait. Et j'ai pu le faire grâce à mes racines amérindiennes, mais aussi grâce, surtout, aux travaux de Descola, des anthropologues, de cette nouvelle vague qui arrive. Pablo Servigne, dans ce contexte aujourd'hui géopolitique très violent, très brutal justement, avec même cette brutalité qui est aussi très attractive hein, pour beaucoup, comment est-ce qu'on peut arriver avec un tel concept, hein, de pouvoir comme ça renouer des liens, travailler sur l'entraide populaire, comment on peut arriver à se coordonner pour que ça dépasse justement un petit milieu d'initiés pour essayer peut-être de le développer de façon pratiquement institutionnelle? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Oui, c'est tout l'objet du réseau des tempêtes. Alors, c'est une expression de Johanna Messi, je tiens à le signaler pour lui rendre hommage. Et c'est elle qui a inventé ce mot, et donc j'essaye de porter cette idée-là. Et nous, actuellement, je bosse sur un projet de recherche avec des anthropologues et des humanitaires.
Parce que les humanitaires, ils ont 30 ans ils ont des années d'expérience. En tout cas, le groupe URD avec lequel je travaille, ils ont 30 ans d'expérience sur les catastrophes. Et il y a beaucoup de choses à traduire aujourd'hui pour la France, c'est-à-dire comment on fait en sorte que les secours s'articulent mieux avec la réaction des populations en temps de crise. Vous savez qu'en temps de catastrophe, il y a beaucoup d'entraide qui sort. Les populations réagissent, s'auto-organisent, il y a beaucoup d'altruisme, c'est très très puissant et ça va à l'encontre de la mythologie hollywoodienne. Et comment on articule ça avec les secours? On a énormément de travail à faire aujourd'hui avec les institutions, mais aussi pour redonner une puissance aux citoyens. Donc comment on fait pour changer la doctrine à la fois des secours, enfin de l'État, mais aussi intérieurement, redonner confiance aux citoyens, qu'on fasse des cercles d'entraide, qu'on fasse du travail qui relie, etc. Comment on refait du lien social? Donc moi, je me suis lancé là-dedans un petit peu aussi. Mais il y a déjà des organismes qui s'intéressent à ça, qui commencent à embrayer dans cette idée de recréer du lien? Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que je ne suis pas du tout le seul. En fait, moi, j'ai commencé naïvement avec cet élan autour des catastrophes en me disant, en me disant il faut refaire du lien avant les crises parce que c'est ça la clé, le supervivalisme. Mais en fait, en découvrant ce sujet, j'ai découvert tout un écosystème, plein d'associations, plein d'institutions qui travaillent sur le lien social. Et la plupart l'abordent par l'isolement. L'isolement, c'est une vraie... la façon de le combattre, justement? Oui, c'est les mêmes façons de le combattre, c'est le lien social. Et là, je décris dans le livre tout plein de types de liens sociaux qu'on pourrait faire, les voisins, les amis, etc., la confiance envers les autorités. En tout cas, c'est une première étape. Parce qu'il y aura d'autres ouvrages derrière. C'est un début de ce livre, c'est un élan, c'est une posture pour aller plus loin. Et l'année prochaine, on sortira le rapport, avec de la littérature scientifique aussi sur le sujet. Voilà, Donc c'est une mise en bouche. Le réseau des tempêtes, manifeste pour une entraide populaire. Ça sort au lien qui libère. Merci Pablo Servigne d'être venu par la Terre au Carré aujourd'hui. Merci, à bientôt. Dans un instant, Fabrice Drouel. Merci à Namar Sardier qui a préparé ce dossier aujourd'hui. Merci à Nicolas Delmas à la technique, Mathias Volant qui réalisait cette émission et Lucie Sarfati pour la programmation et la coordination de la Terre au Carré.